Bonjour, on est le 31 mai 2018 et je vais vous parler d'une belle émission qui a été faite concernant, Nostradamus. Enfin, ça c'était son nom au départ, mais après, bon, s'est converti à la religion catholique et il s'est appelé Nostradame. Donc, bon, il a fait ses prophéties plus quand il s'appelait Nostradame que quand il s'appelait Nostradamus. Enfin, ça c'est pour la petite histoire. Voilà, donc ici c'est une très belle émission qui est passée donc à la télévision. Je ne sais pas sur quelle chaîne, je ne me rappelle plus. Bon, est-ce que c'était France 3? De toute façon, elle est repassée dans une autre chaîne. C'était une émission qui a été faite. Bon, ceux qui payent l'émission, ben, ils s'arrogent le droit de pouvoir la présenter. Bon, donc, quelle que soit la chaîne. Donc, qu'elle soit passée sur France 3 ou une autre chaîne, peu importe. Mais moi, je ne crois pas que je l'avais vue sur France 3, sur une autre chaîne, mais je ne me rappelle plus quelle chaîne. Enfin, bref. Voilà, c'est une émission concernant donc Nostradamus et ses prophéties que l'on appelle, enfin, le nom de l'émission, c'est L'ombre d'un doute, Nostradamus, la vérité sur ses prophéties. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver cette émission-là, malgré tout, elle se retrouve sur YouTube. C'est une émission qui dure environ plus d'une heure, mais en fait, il y a pas mal d'informations là-dessus. Et il a pris, bon, au travers de phrases, bon, à travers de phrases qu'il a, euh, qu'il a écrit, euh, ben, il faisait référence à certains événements. Bon, certains disent de son époque et d'autres disent je veux dire, des époques plus tard. Bon, tout dépend comment on en trouve la chose. Mais si vous voulez bien comprendre, en fait, voilà, ici moi j'ai acheté un bouquin, Nostradamus, voilà, de Jean-Charles de Fontbrune, historien et prophète, voilà, Nostradamus, hein, il parle de Nostradamus, ses prophéties de 1555 à l'an 2000. Donc voilà. Donc apparemment, dans ce bouquin-ci, ils expliquent bien que ce sont des prophéties qui ne sont pas de son époque, mais bien au-delà de son époque. Voilà. Et il a décrit certains événements, dire euh, très précis, et qui se sont avérés vrais. Donc c'est pour ça que, bon, concernant ces prophéties, ben, euh, euh, on pourrait ne pas y croire, mais il y a certaines choses qu'il a relatées avec des faits précis. Par exemple, le fait que le roi Henri a été, je veux dire, mutilé au niveau de l'œil et en est mort parce qu'à ce moment-là, bon, il a eu l'œil crevé au travers de, comment est-ce qu'on appelle ça, d'un combat de chevaux. Avant, il faisait, pour amuser la galerie, il faisait des combats de chevaux avec des espèces de perches. Et il a reçu la perche dans l'œil. Et il est tombé du cheval. Et le roi a eu l'œil percé, mais la perche est rentrée jusque, je veux dire, au cerveau. Ce qui fait que, bon, il en est mort. Mais lui, Nostradamus avait prévu avec exactitude ce fait-là. Donc, on peut pas dire que, bon, bon, c'est un charlatan ou c'est quelqu'un qui a inventé des choses. Non. Parce qu'en fait, il se mettait en contact. Il a fait des études déjà spécifiquement de tout ce qui est mystique. Hein, et il parlait pendant la nuit, je veux dire, avec, voilà, peut-être avec des anges, c'est peut-être des anges, mais il se mettait en contact et qui lui faisait circuler certaines informations pendant la nuit, au travers du ciel. Et voilà, et à partir de là, bon, il recevait des informations et il les écrivait. Bon, les écritures pouvaient paraître, je veux dire, un peu, je veux dire, bizarroïdes, mais en fait, il y avait des faits qui étaient relatés, qui étaient vraiment très précis. Voilà. Et alors bon, on peut y croire ou ne pas y croire, c'est comme un peu de tout, hein. Hein, la religion, on peut y croire comme on peut ne pas y croire. Chacun est libre de ses pensées, pour autant qu'il fasse une recherche et qu'il en tire des conclusions lui-même. Bon, Nostradamus, on peut y croire comme on peut ne pas y croire. Tout comme beaucoup de bouquins qui sortent de certaines choses. Ah, bon, on peut croire comme on ne peut y croire, comme par exemple les neurosciences. Ben, certains n'y croient pas, d'autres y croient. La vie après la mort, certains y croient, d'autres n'y croient pas. Voilà. Donc, il y a des bouquins qui ont été faits sur tous des sujets, hein, je veux dire, bon, qui sont un petit peu flous, qu'on ne sait pas.
démontrer à 100% la véracité, mais je veux dire, ça pose la question de la croyance. Bon, on y croit ou on n'y croit pas. Chacun est libre d'y croire. Bon, maintenant, croire, ça veut dire quoi? Ben, il faut quelqu'un qui croit. Bon, quelqu'un qui n'y croit pas, bon, pour croire, il faut déjà pour ne pas y croire à 100%. Bon, enfin, ça demande une petite des recherches quand même, des lectures, des lectures, des recherches avant de se dire qu'on n'est pas croyant sur un sujet. Mais il faut connaître le sujet parce que bon, il suffit pas de dire ouais, moi je crois pas à tel sujet et on n'a fait aucune étude et au bout du compte, le sujet s'avère véridique. Bon, donc c'est pour ça que tout ce qui est mystique et prophétique, bon, euh, bon, faut pas se ramener à se dire que c'est faux. Il y a des choses vraies. Bon, il y a des gens qui savent voir l'avenir, on se demande comment ils font, hein, notamment au travers de lectures de mains, de cartes, etc. Et malgré tout, ça reste pas forcément, je veux dire, des chimères, parce que il y a des gens qui prédisent des choses avec une telle exactitude. On va dire, il y a bien sûr qu'il y a des charlatans dans ces divers mondes, mais il y a des personnes, on serait étonné de ce qui leur est donné. Je sais pas c'est qui donne ça, mais c'est peut-être des anges ou quoi, mais ce qui leur est donné comme information et de vision. Donc en fait, la personne voit certaines choses et des choses qui arrivent par une vision qui a été faite. Et même parfois des visions, la personne se réveille au matin, elle se rappelle complètement de la vision et l'événement elle le raconte en journée à des personnes de certaines visions et cette vision-là apparaît 2 jours après, 3 jours, un mois, un an après, etc. Donc, bon, on y croit, on n'y croit pas. Certains n'ont jamais eu de ce genre de choses, ben, ils peuvent pas, ne pas y croire parce qu'ils n'ont jamais eu, mais d'autres ont eu des informations, des choses comme ça, hein, avec, en relation avec le mystique. Le mystique, et à ce moment-là, bon, certains commencent à y croire. Bon, si ça n'arrive qu'une fois, on peut se dire c'est du hasard. 2 fois, on peut dire du hasard. Mais si ça arrive un peu plus souvent, ben, on peut plus dire que ça c'est du hasard. Et parmi tous ces événements qui sont des visions, bon, certaines s'avéreront vraies, d'autres, bon, ne se réaliseront pas. Et parfois, on peut même se dire tant mieux qu'elles ne se sont pas arrivées parce que peut-être qu'elles étaient nocives pour un entourage ou quoi. Voilà. Voilà, donc ici, c'est un livre de Nostradamus, voilà. Voilà l'ISBN ici, qui est 2-266 03 939-3. Et en fait, c'est un livre bon, que j'ai acheté en brocante, hein, pas assez cher, hein, j'ai pas acheté cher, 2 euros en brocante. Voilà. Et en fait, voilà, la chute il a prédit la chute de Napoléon III le 4 septembre 1870, Marc Mahon à Versailles, 1871, et son septennat. Attention que c'est Napoléon III, pas Napoléon II. Hein. C'est pas celui qui a fait la bataille de Waterloo, parce que celui qui a fait la bataille de Waterloo, ben, il a perdu la guerre en 1815 et il était détenu par les Anglais dans une île. Voilà, dans une île. Donc, c'est pas Napoléon II. Ça, c'est Napoléon II qui a été détenu dans l'île de Sainte-Hélène par les Anglais, pour ne plus qu'il soit, je veux dire, nocif pour les Anglais. Donc, en fait, ils l'ont maintenu. Voilà, ça, c'est Napoléon II qui a fait la guerre ici à Waterloo. Voilà, Napoléon II. Pas confondre avec Napoléon III qui est de la famille. Voilà. C'est pour ça qu'ils disent 1870, alors que Napoléon II était détenu en 1815. Voilà, bataille de Waterloo, 1815. Voilà. Et 1830, l'indépendance de la Belgique, c'est-à-dire 15 années après. Après la bataille de Waterloo. Parce que si la bataille de Waterloo, s'il n'y avait pas eu cette bataille, la Belgique serait encore française maintenant. Enfin, en partie peut-être. Parce que de l'autre côté, il y avait les Hollandais. D'ailleurs, c'est pour ça que la Belgique a été créée. C'est pour créer, je veux dire, une frontière entre la France et la Hollande et l'Allemagne pour éviter, je veux dire, des conflits. On a créé un pays qui est la Belgique pour éviter que, je veux dire, il y ait des conflits directs entre la France et qui était, je veux dire, un petit peu, je veux dire, un pays bon, qui prenait des territoires. Hein, ouais, la France a été un pays colonial, il faut le savoir, tout le monde. Enfin, c'est l'histoire qui dit ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est l'histoire. Voilà, donc, et certains pays avaient peur de la France, au point que les Anglais se sont fait copains à la fin avec les Français, parce que, à force d'avoir des guerres avec les Français, ils en ont eu marre, les Anglais. Hein. Ils ont reconnu que la France était une grosse puissance, tout simplement. Une grosse puissance, voilà. Et donc, les Hollandais n'ont pas voulu de la France à côté de leurs frontières, notamment pour des questions linguistiques, des questions d'intérêts généraux, des questions, bien sûr, de religion, parce que si on regarde bien, une partie de l'Allemagne est, je veux dire, protestante. Là, voilà, il y a beaucoup de protestants du côté
des anglicans, des Hollandais et des Allemands. Voilà, alors que la France est catholique. Voilà. Non, il y avait des histoires de religion, des histoires de langue, des histoires d'intérêt, de conflits, voilà, de conflits de territoire, etc., etc. Voilà. Donc, il a prédit pas mal de choses. Division entre orléanistes et légitimistes, les cours martiales après la Commune, hein, Garibaldi, l'expédition d'Émile, la conquête de la Sicile de Naples. Voilà, Garibaldi, sa force, sa fin dans la misère. La dépêche de Ems, 13 juillet 1870, de Bazaine, à Metz. Victor Emmanuel II et Cavour, l'unité italienne. Voilà, etc., etc. Ah, qu'est-ce qu'il voit ici? La chute des Bourbons, 29 juillet 1830, Louis-Philippe croit le drapeau tricolore. La révolution de 1830 et 1848, abdication de Charles X et Louis-Philippe. La branche cadette du pouvoir des émeutes, 23 février, la chute de Louis-Philippe. L'attentat d'Orsini, le 14 janvier 1858. Bon, ça fait quand même pas mal. Hein, tentative d'assassinat de Napoléon III, le congrès à Paris, 25 février 1856. L'accession au pouvoir de Napoléon III, l'Empire remplacé par la Troisième République, etc., etc. Voilà, les 7 ans de conquête de l'Algérie, 1840-1847, la révolution de février 1848, etc., etc. Bon, enfin bref. La bataille de Waterloo, apparemment. Je vois qu'il y a la bataille de Waterloo. Le 18 juin 1815. Voilà, il l'a prévu, hein. Les 100 jours. Waterloo, 18 juin 1815, Sainte-Hélène. Bah, il a prévu même. Voilà. Mais il a fait beaucoup de rires sur Napoléon, je sais pas pourquoi. La chute de Napoléon, bon, peut-être que des rires, il a fait des rires sur d'autres. L'axe de la guerre 40-45, parallèle Bordeaux-Genève-Bakou, la destruction de Genève, la déroute de l'Occident, les avertissements du pape, mais voilà, le message de Nostradamus, méprisé par la gauche et par l'Allemagne. Voilà. Présent du chef de l'Iran aux Occidentaux, attaque de la France et de l'Italie à partir de l'Afghanistan, l'utilisation d'armes nucléaires contre la Russie. Alors ça devient, je veux dire, un petit peu inquiétant. L'utilisation d'armes nucléaires contre la Russie. Hein. Alliance russo-musulmane. La révolution à Paris. La Turquie soulevée par l'Iran contre l'Occident. La flotte française en Méditerranée. Les troupes musulmanes dans l'Adriatique. Leur défaite. Bruit de guerre en Russie. L'Hexagone attaqué sur 5 côtés. La Tunisie et l'Algérie soulevées par l'Iran. L'attaque de l'Espagne. Rupture des relations diplomatiques avec l'Iran. Ah, ça, c'est inquiétant à lire ça. L'invasion de la RFA et de l'Autriche, l'Assemblée européenne, la destruction de Tours, combat depuis Nantes jusqu'à Reims, fin de la guerre en novembre. Mais ça, c'est des choses qui ne sont pas encore arrivées apparemment. Un notable anglais et 6 notables allemands capturés par les musulmans, invasion par Gibraltar en Espagne, le nouveau et redoutable chef iranien, débarquement de troupes musulmanes à Toulon et Marseille, invasion russe, désolation en Italie, l'armée rouge sur le Rhin, invasion de l'Allemagne, de l'Autriche et de l'Italie, l'invasion de la RFA, de la Suisse et de la France, l'occupation de Paris, invasion de Marseille, de l'Italie du Nord, c'est inquiétant ça. La guerre en Méditerranée orientale, l'Arabie, la Turquie, la Grèce et la Hongrie dans le conflit, la chute de 7 ans, des 7 ans de l'Est en Turquie, persécution religieuse menée par les Turcs, hein, les campagnes de libération contre les Rouges, le pape polonais, l'URSS fait trembler l'Orient, Jean-Paul II et l'Église catholique bataille en Turquie, ah, l'invasion de l'Italie à Pérouse, à Ravenne, l'invasion de l'Italie par des troupes musulmanes, l'utilisation d'armes chimiques, le gouvernement soviétique en France, l'Italie ravagée, l'invasion de la côte méditerranéenne de Barcelone à Marseille, l'occupation des... Ça c'est plus tard, c'est encore plus tard, hein, l'invasion de Marseille jusqu'à Lyon, invasion par la Gironde du bassin aquitain, 3 pays alliés déclenchant la guerre, invasion dans l'ouest et en Provence, invasion dans le sud-ouest, l'invasion du sud-est de la France depuis l'Italie, Toulouse et Bayonne, la guerre en Bourgogne, les massacres et les exécutions de mars à juin. Voilà. Une fusée contre Paris, troubles révolutionnaires dans la ville,
Destruction de Paris, destruction de Paris. La région parisienne rendue inhabitable, l'invasion d'Angleterre. Le roi contre l'occupant de Paris, une fusée brûlera Paris, le gouvernement militaire occupant Haï. Bon, ici, je passe les feuilles. Hein. Portugal, base de départ de la libération de la France. Combat dans le sud-ouest. Voilà, enfin, durée de la Troisième Guerre mondiale, 3 ans, 7 mois. Révolte de 2 républiques socialistes, victoire en Arménie. Les 2 ans d'occupation soviétique. Enfin, on n'est plus en soviétique, mais enfin, bref. Bon, voilà, ce qui est intéressant, bon, il y a des choses intéressantes, mais s'il livrait, il y a des choses inquiétantes hein, pour l'avenir. Persécution des religieux, cherté de la vie. Persécution des religieux, cherté de la vie. Ruine de Rome et du Vatican. Ruine de Rome et du Vatican, capture du pape. Incendie de Rome, expulsion d'un cardinal par le pape, scandale commis par des ecclésiastiques. L'assassinat du pape, la mort du capétien, débarquement sur une côte varoise. Bon. Mec, c'est un petit peu. Invasion de la France en juillet 99, invasion aérienne. Bah, il date des dates, mon. Invasion de l'Europe par la Chine. C'est des choses inquiétantes quand même. Hein. Quand je lis, enfin bref. Si vous lisez, c'est vraiment, il y a des choses, on se demande où il était tiré tout ça en fait. Enfin, j'ai pas tout lu avec vous, mais j'ai lu des trucs bizarres. Enfin bref. Euh, ce que je voulais vous dire, c'est que il a prévu quoi aussi? La persécution des astronomes au XVIe et XVIIe siècle, Copernic et Galilée. Bon, qu'est-ce qu'il disait Copernic et Galilée? Que la Terre n'était pas ronde. Et les ecclésiastiques disaient qu'il fallait dire le contraire. Il n'y a rien qui prouvait chez les ecclésiastiques qu'ils devaient dire le contraire. Ça, c'est un truc de pouvoir. Hein. C'est juste le pouvoir. Parce que quand on regarde bien Atlas, Atlas, il transporte la Terre qui est ronde. On savait très bien que la Terre était ronde depuis très longtemps. La Terre est ronde depuis tout longtemps, on le savait depuis trop longtemps. D'ailleurs, l'horloge, le cadran solaire, pourquoi il est circulaire? Parce qu'on sait bien que l'horloge provient de quelque chose de tournant. Donc, si ça tourne, hein, 1 heure, midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, si l'horloge est cyclique, c'est que ça vient de quelque chose de tournant et les êtres humains ont pris le cadran solaire. Donc, par rapport à la rotation de la Terre, il fait 24 heures. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures, donc elle perçoit une moitié du temps. Enfin, il y a la période hivernale et d'été. Bon, je prends un temps normal. En temps normal, c'est 12 heures, 12 heures, 12 heures de nuit, 12 heures en temps normal. Parce que bon, et après, il y a les fameuses rotations. Enfin, il y a comment est-ce qu'on appelle ça, la journée qui s'allonge en été et qui se raccourcit en hiver. Donc en fait, on n'a pas 12 heures de nuit et 12 heures de journée. C'est pas comme ça que ça va, mais enfin, moi j'ai pris 12 heures de nuit et 12 heures de journée. Voilà, pour vous dire que on savait que ça tournait. Si on sait que ça tourne, c'est qu'on sait bien que la Terre est ronde. Hein. Voilà, faut pas être con. Ils le savaient depuis l'époque des gréco-romaine. Hein. Ouais, là, quand on voit Atlas qui prend la Terre elle est ronde. Hein. Donc, c'est les ecclésiastiques qui ont dit qu'on ne pouvait plus dire que la Terre était ronde. Donc, les autres savaient que la Terre, tout le monde savait que la Terre était ronde, mais qu'il fallait pas dire que la Terre était ronde. Tout le monde le savait que la Terre était ronde. Voilà. Mais les ecclésiastiques, pour une raison de pouvoir, ont dit que on ne pouvait pas dire que la Terre était ronde. Sinon, c'était le bûcher qui les attendait. Mais ça, la religion n'a jamais dit ça. Bon, ça c'est qu'une invention de certaines personnes de pouvoir qui détournent la religion à leur propre fin. Mais la religion n'a jamais dit qu'il fallait mettre quelqu'un dans le bûcher parce que on disait une vérité scientifique, même si l'Église ne pensait pas à cette vérité, hein, cette croyance de terre ronde, l'Église ne la croyait pas. Hein, ne la croyait pas, mais je veux dire, tout le monde savait qu'elle était ronde. Mais c'est pour certaines personnes de pouvoir, des ecclésiastiques,
comme ils avaient un certain pouvoir, ben, ils instauraient leur pouvoir en disant ça tu peux pas dire, ça tu peux pas faire, ça voilà. Et à ce moment-là, bon, ils outrepassaient le pouvoir de la religion. Parce que dire que la Terre est ronde ou pas n'est pas aller contre, je veux dire, la religion. Voilà. Même si je dis qu'elle est plate, si je pense qu'elle est plate, j'ai le droit de penser qu'elle est plate. Il n'y a personne à me dire, bon, c'est interdit de me dire ça. Voilà, chacun pense ce qu'il veut. Maintenant, on prendra pour un idiot, parce qu'on sait bien que tout le monde, scientifiquement parlant, c'est démontré que la Terre est ronde, mais que je dis qu'elle est plate. Donc on prendra pour un idiot. C'est juste ça. Mais j'ai le droit de dire que la Terre est plate. Si j'ai envie de dire que la Terre est, je sais pas, carrée, j'ai le droit. Mais c'est pas une vérité absolue. Bon, c'est quelque chose de faux. Quelque chose de faux parce que il est prouvé scientifiquement que la Terre est ronde. Donc ce que je dis, c'est une idiotie. Mais que malgré que la véracité scientifique, je dis le contraire de la science, donc je passe pour un idiot. Pour le monde qui connaît la vérité scientifique, je passe pour un idiot. Maintenant, rien ne m'empêche de m'entourer de personnes qui disent que comme moi que la Terre est carrée. Bon, on sera entouré d'idiots, mais il n'y a aucun souci pour ça. C'est pas pour ça que je dois aller sur le bûcher. Voilà. Donc parce que c'est la démocratie de parole. On a le droit à la parole, on a le droit de dire ce qu'on veut. Voilà. Donc je dire la Terre est carrée, c'est une imbécilité, mais bon, j'ai le droit de le dire. Bon, donc en fait tout le monde savait que la Terre était ronde, et donc fatalement tout le monde le savait. Donc si je prends l'histoire de Christophe Colomb que j'expliquerai un jour, mais Christophe Colomb est une fausse histoire, complètement fausse, complètement fausse. Pourquoi? Parce que Christophe Colomb, bon, j'expliquerai dans une vidéo que Christophe Colomb devait aller au comptoir des Indes au travers de l'Afrique, en passant par, euh, par les mers, en longeant l'Afrique pour détourner le comptoir des Indes. Mais pourquoi aller par là? Mais tout simplement parce qu'il y avait la guerre entre des guerres religieuses entre les musulmans et les chrétiens qui faisaient que les bateaux turcs naviguaient voilà, en Méditerranée. Et, bah alors donc Christophe Colomb avait peur de passer en Méditerranée et passer une partie de l'Afrique pour aller de l'Afrique par l'Égypte pour aller en Inde. Voilà. Mais il préférait faire tout le tour du continent africain pour aller en Inde, c'est qui était vraiment nettement plus long, mais là-bas il était tranquille. Bon, il restait encore les Maures, un petit peu les Maures en Afrique du Nord, hein, qu'il fallait faire attention à eux, mais je veux dire, bon, une fois qu'il avait longé, il n'y avait pas de problème. Et voilà, il longeait tout le long des côtes. Maintenant, il savait très bien que la terre était ronde, il le savait, mais comme il naviguait avec un drapeau chrétien, c'est-à-dire la croix de, de Saint-Georges, il naviguait avec la croix de Saint-Georges, hein, qui est une croix, qui est l'addition, en fait, l'addition, c'est un drapeau blanc avec une croix rouge, voilà. Donc, quand il arrivait dans un territoire inconnu, ben, ou même connu, ben, il transmettait les valeurs chrétiennes, voilà, qu'on lui avait inculquées. Mais lui, bon, il savait très bien que la terre était ronde, malgré qu'il était chrétien, il savait que la terre était ronde, mais il ne le disait pas, parce qu'il ne fallait pas choquer à ce moment l'église. Voilà. Et en fait, il y avait des cartes très bien faites, notamment des cartes turques, hein, qui savaient très bien que ils pouvaient dire que la terre était ronde, il n'y avait aucun souci. Les cartes turques pouvaient dire ça. Donc, ils pouvaient se baser sur des cartes turques ou des cartes d'un Allemand, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus comment, qui avait fait que la terre était ronde aussi. Donc, ils pouvaient naviguer au travers de cartes spécifiques qui étaient les cartes soit turques ou d'un Allemand qui avait cartographié la Terre d'une façon qu'elle paraisse ronde. Voilà. Et donc, comme, comment il s'appelle, Christophe Colomb était un explorateur navigateur, mais en fait, il ne pouvait pas se tromper, parce que de un, il avait les cartes, il avait les instruments de mesure, le sextant, etc., etc., pour pouvoir naviguer en mer. Avec ça, vous avez du mal à vous tromper, mais quand on longe les côtes, on a du mal à se tromper. Hein. Bon, surtout que lui, c'était un navigateur, il avait le flair de la navigation. Donc, il ne s'est pas trompé du tout pour aller aux États-Unis, pour aller en Amérique. Voilà, il ne s'est pas trompé, il l'a fait exprès. Il a essayé de détourner pour aller explorer ce qu'il y avait là-bas. Mais comme le roi lui avait donné des injonctions d'aller, je veux dire, dans le comptoir des Indes, voilà, il a fait semblant de se tromper pour prendre un autre trajet pour aller découvrir ce qu'il y avait de l'autre côté. Voilà. En fait, puisque c'est un explorateur, il a fait semblant de se tromper. L'astuce, elle est là. Alors, il a continué à naviguer. Il savait très bien qu'avec le temps passant, ben, que je veux dire, le temps passant en mer, bien sûr, euh, qui ne s'était pas trompé parce qu'en fait, il va pas se tromper 3 mois quand même. Il va pas se tromper 3 mois. C'est de la folie. Voilà. Voilà, il a voulu découvrir ce qu'il y avait, tout en faisant semblant de se tromper. Mais le problème, c'est qu'il prenait des gens avec lui. Il avait, je sais pas combien de caravelles avec lui, mais il a, et il a,
il, il a pris la responsabilité de prendre des gens avec lui, d'aller explorer des zones qui, qui n'étaient pas son trajet en fait, qui n'étaient pas son trajet. C'était pas son trajet. Il a fait semblant de se tromper pour aller voir ce qu'il y avait là-bas, en prenant des personnes avec lui pour explorer et pour avoir un titre royal qu'il avait découvert sans faire exprès. Je veux dire, euh, une partie du monde qui lui sera attribuée. Je veux dire, hein, parce qu'on retrouve euh, euh, Christophe Colomb a donné le nom à la Colombie. Colomb, mais Christophe Colomb. Donc, en fait, on lui a attribué un grand nom dans l'histoire grâce à sa découverte, hein, à son exploration. Et en fait, il a fait semblant de se tromper. Il n'était pas con du tout. Donc, son histoire est complètement fausse. Quand on vous dit qu'il s'est trompé, il s'est pas trompé du tout. C'est dans ses plans, des plans dans sa tête de faire semblant de se tromper, de prendre avec lui des caravelles. euh, et voilà. Attention que il y a eu pire que lui, hein. Il y a eu pire que lui dans les explorateurs. Euh, Parce que quand on prend des gens comme ça, on ne sait pas, on va dans l'inconnu, hein, on ne sait pas où ce qu'on va. Et est-ce qu'on aura assez de denrées alimentaires pour alimenter tout le monde? Les gens mouraient de scorbut parce que bon, ils mangeaient dans des boîtes de conserve, voilà, dans les caravelles. Voilà, et est-ce y aurait assez à manger? Est-ce que je veux dire, des gens ne se révolteraient pas pour revenir en arrière parce que tout le monde n'est pas de l'idée de, hein, de suivre le chef, hein, comme ça a été le cas avec, comment il s'appelle, je sais plus, il y avait un autre comme ça qui s'est obstiné, qui est obstiné à vouloir trouver des territoires, qui était, non pas Christophe Colomb, mais qui était lui, qui était portugais. C'était un portugais. Je ne sais plus que son nom, c'est. Je ne sais plus du nom, je peux vous le trouver, mais voilà, il s'appelle. Je ne sais plus du nom. Je ne me rappelle plus de nom, mais j'ai un bouquin sur lui. C'est. Voilà, je l'avais il y a 2 minutes dans ma tête, mais j'ai oublié. Euh, c'est pas Christophe Colomb, c'est un portugais. Alors, il y avait deux grosses colonies, le Portugal et l'Espagne. Ils étaient en concurrence. Ah, ah, ils avaient chacun leur colonie. Avant, c'était deux grosses colonies, hein. D'ailleurs, toute l'Amérique du Sud est espagnole. On retrouve une partie qui est le Brésil, qui est en portugais. Voilà, donc en fait, on avait des territoires portugais ou espagnols, toute l'Amérique du Sud. Voilà, parce qu'en fait, ils étaient des grands explorateurs et des navigateurs, parce que pour travailler avec des caravelles, faire tous ces longs trajets-là, ben, il fallait être un bon navigateur. Un bon navigateur, il fallait pas se perdre en mer. Et en plus de ça, il y avait tout ils avaient peur en mer de certains monstres, etc. Il y avait toutes les idées préconçues de la mer avec la méchanceté de la mer. Il y avait les mythologies des mers. Et beaucoup de gens avaient peur de tout ça en fait. Et en fait, les marins, quand ils perdaient leur route, ben, s'ils s'éloignaient un peu trop, qu'ils n'avaient pas assez de denrées alimentaires ou que les vents commençaient à tourner ou où il y avait des tempêtes en mer, ben, ils finissaient au fond de la mer. Voilà. Donc, et ça, c'était les démons de la mer. C'était les tempêtes en mer, c'était considéré comme les démons de la mer, hein. D'ailleurs, il y avait des zones dans, je sais plus où, dans le fond de l'Afrique. Je sais plus comment ils appellent ça, les îles là. Ces îles-là ben, étaient euh, euh, une région à forte dominance, à des tempêtes et qui provoquait beaucoup de, je veux dire, de naufrages. Et donc les gens en avaient peur parce et d'ailleurs ça porte le nom de, ce pays-là porte le nom de, je sais pas si je vous le retrouverai, je vous le dirai. De toute façon, tout ce que j'oublie, je le mets en commentaire, c'est pas un problème, hein. Je vais faire une recherche par après et je vous dirai quoi. Mais le nom de l'explorateur navigateur portugais, c'est, je ne sais plus comment parce que c'est fort important. C'est Et lui, ce navigateur-là, ce second navigateur-là, que je me rappelle plus le nom, que je vous dirai par après si je trouve, j'arrive pas à tomber sur son nom, euh, eh bien, ce navigateur-là euh, était un explorateur carré, c'est-à-dire que lui, il voulait découvrir absolument des territoires et il prenait tout le monde avec lui. Et en fait, les gens voulaient retourner en Espagne. D'ailleurs, il y en a qui se sont foutus le camp en Espagne, qui ont fait demi-tour avec leur caravelle. Parce qu'il était obstiné à trouver Et en fait, les gens, ils commencent à crever de faim dans les caravelles. Ils étaient épuisés, bon, ils avaient plus de denrées alimentaires. Et voilà, et ce monsieur-là, bon, il s'est obstiné à vouloir trouver. Il en est mort de sa passion, il en est mort. Il en est mort, parce qu'en fait, il s'est fait tuer par des Indiens des territoires qui l'ont tué. Voilà. Voilà. Parfois, ça finissait en combat.
ils gagnaient assez souvent. Parfois, ça finissait en copinage, ils étaient copains avec les Indiens, mais parfois, ça finissait en combat. Et il est mort dans un de ces combats, ce monsieur-là. Voilà. Et ce monsieur-là, je sais plus, je me rappelle plus le prénom, ni le nom. Je vous dirai ça sur Internet. Voilà. Et j'ai un bouquin sur lui aussi. Voilà, que je vous expliquerai. Et ce bouquin, il est très intéressant à lire parce que c'est magnifique, hein, magnifique. On est parti dans une histoire, je veux dire, euh, dans une histoire vraiment, on rentre dans son histoire. On rentre dans, je veux dire, tout ce qu'il a fait d'obstination pour aller d'un point A et découvrir des choses. Voilà. Alors, on pouvait soit travailler pour. Généralement, ils travaillaient pour les rois d'Espagne, hein, en général, parce que bon, comme je dis, il y avait deux colonies, portugaises et espagnoles, on pouvait travailler. Certains, beaucoup travaillaient pour les rois d'Espagne. Bon, et des caravelles qui venaient, qui pouvaient provenir d'Italie, hein, de Florence, comme c'était le cas de Christophe Colomb. Sa caravelle provenait, je crois, de Florence. Bon, c'était un petit peu internationalisé, voilà. Voilà. On avait une certaine nationalité, on travaillait pour le roi d'Espagne avec des bateaux qui venaient d'Italie. Bon, voilà, pourquoi pas. De toute façon, ça ne change rien à la donne. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que, ce que je voulais vous dire, euh, donc quand on dit prophétie, ben, c'était aussi euh, des astronomes, parce qu'ils regardaient le ciel, ils regardaient les étoiles, et bon, ils avaient une certaine connaissance des étoiles, du ciel, hein, et à partir de là, bon, peut-être qu'au niveau mystique, ils parlaient au ciel au travers des anges. Bon, et peut-être qu'ils ne le savaient pas, les anges transmettaient, je veux dire, euh, les anges transmettaient, je veux dire, certaines connaissances par les questionnements qu'ils faisaient au ciel. Il avait des réponses, et ces réponses-là, ils les écrivaient. Juste, ils les écrivaient. C'était une histoire peut-être de transe, hein, il était peut-être en transe, et voilà, il recevait des informations provenant de lui-même, il ne sait pas où, mais ça provenait du ciel. Parce qu'il parlait au ciel, et donc le ciel lui transmettait des informations, d'où peut-être des anges. Voilà. Donc et là, on est peut-être dans un côté mystique, mais malgré tout, il y a beaucoup de prophéties qui sont avérées vraies. Bon, on ne peut pas dire que on y croit, on n'y croit pas. Voilà. On peut dire que c'est un charlatan, on peut dire que c'est un farceur, mais je n'y crois pas, je n'y crois pas, parce que bon, peut-être qu'il s'est trompé dans beaucoup de faits, mais il a dit beaucoup de choses de faits, je veux dire, avérées, notamment avec une certaine précision de l'ordre du mathématique, hein. Donc en fait, voilà. Et moi j'ai déjà vu aussi des personnes qui donnaient des informations, qui distillaient des informations, qui arrivaient plus tard, hein. Voilà. Des informations qui sont distillées et qui un jour ou l'autre arrivent. Et ils vous distillent des informations pile poil. Je veux dire, comme ils ont. Voilà. Bien sûr, ces gens-là, beaucoup de gens en ont peur, parce que quand on vous dit une fois une vérité, deux fois une vérité, on s'en éloigne parce qu'on a peur d'avoir quelque chose, qu'on se dit, bon, c'est peut-être un sorcier, il risque de nous jeter un sort, et puis on risque d'être dans le collimateur voilà, de la personne. Non, en fait, voilà, non, c'est pas ça, en fait, c'est pas de la sorcellerie, ni quoi au caisse, c'est plutôt, je veux dire, des visions, c'est des visions, ils vous disent une vision, voilà. Voilà. Chacun a une histoire, et on peut avoir une vision d'histoire, une partie de vision de l'histoire d'une personne, et donc se dire, bon, telle personne, je veux dire, a des connaissances sur la vision beaucoup de personnes. Maintenant, je ne dis pas il y a des charlatans là, dans l'histoire, hein. Il y a des charlatans qui en font un métier, et en fait, ils soutirent de l'argent à des personnes. Bien sûr, ça c'est évident, mais il y a des personnes la meilleure des informations, c'est celle qui n'est pas payante, hein. Mais attention, que cette partie d'histoire de Nostradamus, il y avait beaucoup d'écoles voilà, de prophéties qui s'ouvraient. Parce qu'on voyait que, comment, euh, c'est vrai qu'il y avait les charlatans, il y avait des gens qui ouvraient des écoles pour, je veux dire, pour apprendre aussi, le mysticisme, etc., etc. Mais il y avait des écoles aussi, je veux dire, qui sortaient, bon, ouais, des gens qui pouvaient voir dans le futur, mais parmi ceux-là, beaucoup étaient, je veux dire, n'étaient pas, je veux dire, aptes à avoir une vision de l'avenir. Seules des personnes ont peut-être que ce sont seules des personnes, je veux dire, on va dire élus, pourquoi pas, élus qui reçoivent, je veux dire, des informations mystiques. C'est pas donné à tout le monde, voilà. Pourquoi telle personne, pourquoi pas une autre, je n'en sais pas plus. Voilà, comme j'ai dit, le sujet que je suis en train de faire, on y croit, on n'y croit pas. Bon, voilà. On y croit, on n'y croit pas. Je suis pas là pour dire, ouais, faut croire à ça ou faut croire à ça. Moi, je dis la vérité, bon,
Vous y croyez ou vous y croyez pas, chacun son petit bonhomme de chemin. Ça changerait au monde que vous y croyez ou vous y croyez pas. Mais sachez qu'il a dit beaucoup de choses qui étaient vraies. Voilà. Voilà. Même si on peut attribuer, je dirais, un non-sens à ces paroles, ouais, ça c'est la vision de la personne qui ne croit pas, mais on peut attribuer un bon sens à ces paroles. Voilà, ça c'est pour la personne qui y croit. Maintenant, comme je vous ai dit, hein, euh, dans l'histoire est faussée, hein, l'histoire en général est faussée. Comme je vous ai expliqué, l'histoire de Christophe Colomb est complètement faussée, biaisée. On croit qu'il s'est trompé, il s'est pas trompé du tout. Ça, c'est complètement faux. Il y a beaucoup de choses dans l'humanité qu'on fait passer pour vraies qui sont fausses, qui sont fausses. Beaucoup de choses qui sont passées pour vraies qui sont fausses. Voilà. Notamment, celui qui écrit des livres de guerre, ben, hein, il y a la propagande de guerre qui va faire en sorte que il va écrire dans le sens du vainqueur. Vainqueur. Voilà. Il va pas écrire des bienfaits pour euh, le perdant. Fatalement, le perdant a toujours tort, il a tous ses torts, alors que le vainqueur, il a tous ses droits, et voilà, ça a toujours été comme ça. Alors on fait percevoir dans les livres d'histoire euh, que le vainqueur, c'est bon. Alors que normalement, dans une guerre, ils sont tous fautés. Enfin, s'il y a une guerre qui a été déclarée, c'est qu'il y a eu un conflit qui n'a pas été résolu de manière politique. Donc, fatalement, ils sont tous les deux quand il y a deux élèves qui se battent dans une école, ils se mettent des coups de poing. C'est pas qu'il y en a un qui, je veux dire, on va le renvoyer chez le directeur et l'autre, on va le sortir avec des bonnes notes. Hein. C'est pas comme ça. Les deux qui se sont battus avec des coups de poing, ils passent chez le directeur. Normalement, c'est comme ça. Et donc, les guerres, c'est comme ça. Quand il y en a deux qui se battent, ils sont tous les deux en tort. Parce qu'ils n'ont pas réussi à- à résoudre leur conflit et ne fût-ce que d'avoir des intermédiaires valables pour résoudre le conflit. Voilà, bon. Voilà. Et quand je dis intermédiaire valable, c'est la justice mondiale, la justice de l'humanité, qui devrait faire son travail, qui ne le fait pas. Voilà, qui devrait faire son travail, qui ne le fait pas. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits mondiaux, c'est que la justice mondiale ne fait pas son travail correctement. Voilà. Et donc, pour vous dire que dans les guerres, voilà, euh, il y a des vérités, des contre-vérités. Donc, dans l'histoire, il y a des vérités, des contre-vérités. Donc, l'histoire comment il s'appelle ça? Ça, c'est Atlas, hein, ça n'a rien à voir. C'est pour vous dire qu'Atlas, il portait la Terre ronde. Mais je vous parle de Christophe Colomb. Christophe Colomb, ben, c'est une contre-vérité qui s'est trompé. C'est complètement faux. Et tout le monde le croit. Quand on dit que l'histoire du Big Bang, c'est une fausseté, pas dans le sens où ça a eu lieu ou pas, ça je n'en sais pas plus. La science dit qu'elle a eu lieu, et moi je crois à la science, donc je me dis, bon, je n'ai pas vu, je suis comme ça à Thomas, mais bon, je n'ai pas vu, ben, je fais quand même confiance à la science. J'ai une base de confiance qui est la science. Enfin, je me mets une base de confiance sur la science et je dis que bon, la science dit ça, ben, j'y crois. J'y crois parce que la science dit ça. Bon, peut-être que la science peut se tromper, oui, ben, elle peut se tromper, elle se trompe assez souvent parce qu'après, il y a des nouvelles théories qui se font et ben, j'y crois à ces nouvelles théories. Je laisse tomber un petit peu l'autre qui était un petit peu erroné, mais je crois à la nouvelle. Voilà. À la nouvelle. Voilà. Mais j'y crois à la science. Il faut bien une base de, voilà, une base de confiance, parce que si on ne fait plus confiance à rien du tout, ben on ne fait plus rien. Voilà. Donc ici, je fais un petit peu confiance à la science sur le Big Bang, mais le Big Bang n'a jamais existé dans le sens de la terminologie Big Bang. Big Bang, ça veut dire grand boom. Grand boom. Ouais. Ben, grand boom, ça n'a jamais existé. Ben, un grand boom dans l'univers, ça n'a jamais existé, puisque c'est du vide. Il n'y a pas eu de bruit boom. Le boom n'existe pas. Bon, quand on parle à quelqu'un et que vous dites ça, à ce moment, ben, il change l'allure du Big Bang en disant, ouais, ça, c'est pas un grand bruit, c'est une grande explosion. Ben, il faut savoir, alors il fallait appeler ça grande explosion et pas un grand boom. Voilà, il faut savoir, hein, parce que pour moi, la terminologie, elle est claire et nette. Je veux dire, faut pas erroner les gens par des terminologies qui sont aberrantes et fausses. Ouais, c'est ça que je vous dis. Donc en fait, l'histoire peut être faussée et que tout le monde croit. Tout le monde croit à un destin historique qui a été écrit par des historiens, je veux dire, qui ont fait leur travail à leur manière, soit dans la manière propagandiste ou de la manière, je veux dire, erronée, racontée par le narrateur ou racontée par la personne elle-même, mais peut-être la personne elle-même a menti, peut-être que le narrateur a menti, peut-être que, je veux dire, les faits vécus ont été mentis, ou les faits vécus ont été vécus avec une certaine vérité, hein, 50% 40% de vérité et 60% de mensonge. Donc en fait, on va écrire l'histoire comme elle a été racontée. Là-dedans, il y a beaucoup de choses qui ont été hein, qui ne s'avèrent pas vraies. Tout n'est pas à 100% vrai. On n'est pas en mathématiques là où on fait une démonstration historique et on démontre que tout est vrai à 100%, c'est faux. Voilà, et donc dans les faits historiques, il y a des choses fausses. Fausses,
Et voilà, c'est la recherche dans l'histoire qui permet d'accumuler des informations, de se dire, bon, ça s'est peut-être passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a, bon, dans une certaine vérité, bon, il y a des contre-vérités. Et après, chacun se fait le pour et le contre des faits historiques qui sont passés. Bon, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que Christophe Colomb, à mon avis, il s'est pas du tout trompé. C'est que les gens croient qu'ils se sont trompés. Voilà. Tout ça pour vous dire que Nostradamus a prévu ça, a prévu donc que les ecclésiastiques étaient ont méprisé, je veux dire, certaines personnes qui ont dit que la Terre était ronde, comme Galilée et Copernic. Voilà. Bon, je ne reviens pas toujours sur le mot, le nom du portugais. De toute façon, je vais stopper la vidéo ici et je vais vous le dire en remarque. Voilà, je vais réfléchir encore deux petites minutes avant d'éteindre la vidéo et je terminerai la vidéo sur ça en fait. Voilà. Donc, je vais réfléchir. Euh, je sais plus comment. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je sais plus. Voilà. Ça reviendra plus tard, mais ici, tout de suite, ça ne revient pas. Voilà, je vous remercie beaucoup.